Bonjour chers amis, 4 sujets dans notre édito de cette semaine. Derrière l'emballement médiatique, il se prend des décisions très négatives dans les votes budgétaires à l'Assemblée nationale. Ensuite, le budget italien retoqué par l'Europe, la Commission européenne. Enfin, bien sûr, la question justice politique, il est temps que ça change. Et enfin, je vais vous parler à nouveau de l'initiative que nous avons prise de créer un nouveau parti vers un nouveau front populaire. Voilà, générique. Premier sujet, derrière l'emballement médiatique, il y a des tas de votes qui ont lieu à l'Assemblée nationale, en particulier les votes budgétaires, que ce soit pour le budget de l'État ou que ce soit pour celui de la sécurité sociale. Et on ne parle pas des mauvais choix et des reculs qui s'y préparent. Première constatation, dans ce budget, on continue à avoir des aides fiscales qui augmentent en direction des entreprises, alors même qu'on vient d'avoir 2 grands rapports qui montrent que cet argent ne crée ni des emplois, ni n'améliore la situation de l'industrie française et des exportations françaises. Cette orientation-là, elle coûte cher, elle ne nous permet pas de faire des choses importantes comme la recherche, l'université, des infrastructures ou le fonctionnement de notre sécurité sociale. Et pendant ce temps-là, et cet argent est engrangé, il ne sert à rien pour notre économie, en tout cas rien de décisif. Prenez un exemple, Vallourec est encore menacé, et l'État est passif, on fait des grandes déclarations, des moulinets, mais la réalité c'est que l'industrie française va mal, alors qu'il faudrait accompagner en ciblant les aides sur sa modernisation, sur des filières, et ne pas gaspiller 40 milliards d'argent par an, ça va encore augmenter cette année. De l'autre côté, du côté des familles, du côté des foyers, on va avoir pour une large part une stagnation du pouvoir d'achat, voire une perte de pouvoir d'achat pour certains. Et quand il y aura une amélioration, elle sera minime, car derrière les coups de com', en général, se cachent d'autres réalités. Et je vais prendre un exemple d'entourloupe qui est significative. On vous a annoncé la prime pour l'emploi va augmenter de 20 €. Alors vous savez, c'est une prime pour les gens qui ont des faibles salaires. Alors on se dit 20 €, ah, le soutien au pouvoir d'achat. Eh bien non, pas du tout. Parce que pendant ce temps-là, par derrière, on modifie les critères, on prend des chiffres techniques différents et bilan des courses, au lieu de 20 €, ce qu'aura un smicard au bout de sa feuille de paye, ce sera les 8 € seulement supplémentaires. Pendant ce temps-là, tout augmente et il y a gel de toute une série de salaires, de secteurs et de prestations. Voilà. Donc, on continue sur un budget d'inégalité, inopérant économiquement, qui ne soutient pas les politiques de croissance. Et puis, il y a le volet sécurité sociale. Et là, l'actualité nous a parlé. Vous avez vu qu'au Blanc, la maternité va fermer. On continue à avoir une détérioration de la situation de nos hôpitaux publics. Et on nous annonce en claironnant que la sécurité sociale serait en équilibre, tellement en équilibre, que l'État va récupérer 1,5 milliard sur le budget de la sécurité sociale pour compenser ses propres déficits, alors que ce 1,5 milliard serait indispensable pour justement améliorer nos hôpitaux publics en particulier. Et les grandes annonces du plan santé, tout ça, rien sur le terrain de significatif cette année. Donc c'est un mauvais budget. Le gouvernement fait tout pour qu'on n'en parle pas. Restons vigilants, restons mobilisés et apportons notre soutien là où les hommes et les femmes se mobilisent pour défendre les services publics parce que c'est indispensable. Le deuxième sujet, on va toujours parler budget, vous allez me dire je parle que budget, mais là on est dans le cas italien. La Commission européenne considère que l'Italie ne suit pas ses recommandations. C'est vrai que le nouveau gouvernement que je critique, avec lequel je n'ai aucune sympathie, notamment, et aucun soutien, notamment dans sa politique en direction des migrants, et on voit bien aussi sa politique qui est un peu néofascisante, c'est-à-dire on donne des avancées sociales, et de l'autre côté, on durcit les libertés, on encadre la société, etc. Donc il ne s'agit pas d'être complaisant avec le gouvernement italien, mais il s'agit de dire que ce n'est pas à l'Union européenne de décider du budget de l'Italie, et encore plus d'imposer à ce gouvernement qui a été élu sur un certain nombre de choses, de faire strictement l'inverse de cela. Qu'est-ce que la Commission reproche au gouvernement italien? C'est de ne pas suivre sa feuille de route d'austérité et de ne pas être dans les clous de ce qu'avaient voté les autres, qui par ailleurs ont été battus dans les élections par les électeurs. Je prends 2 exemples.
Premièrement, le gouvernement italien a décidé de mettre en place ce qu'ils appellent un revenu universel, je ne sais pas comment ils l'appellent exactement, qui est en fait l'équivalent de notre RSA socle pour les très pauvres. Ils vont mettre une dotation, un peu comme notre RSA, parce que ça n'existe pas en Italie, de 700 et quelques euros par personne. Donc on est dans une situation où ça va coûter 10 milliards à peu près aux Italiens. Bon, la Commission européenne dit non, 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 il ne faut pas faire ça. Or, évidemment, inutile de vous dire que cette mesure est populaire. Deuxième mesure qui est prise par le gouvernement italien, c'est de rabaisser l'âge de la retraite, notamment pour ceux qui ont beaucoup cotisé. Et parce qu'il faut savoir que la retraite en Italie, c'est autour de 66, 67 ans. Et donc, le gouvernement italien veut faire reculer en disant ça va libérer des postes pour les jeunes. Sa stratégie est de dire cette politique-là va consolider notre croissance qui faiblit, qui est faible, et ça va donc permettre de redresser mieux le pays. Moi, je constate que ces deux mesures-là, je ne suis pas étonnée que les Italiens la soutiennent. Alors, il y a des mesures avec lesquelles je ne suis pas d'accord. La flat tax, ils veulent mettre une baisse d'impôt en mettant une flat tax. Je n'ai jamais été d'accord, c'est injuste. Mais en tout cas, ce n'est pas l'Union européenne d'aller empêcher un gouvernement de mettre en œuvre les politiques, d'autant plus que, paradoxe des paradoxes, ils ne sont pas loin des fameux 3%, ils sont même en dessous des fameux 3% des critères du pacte de stabilité. Je n'ai aucune sympathie pour ce gouvernement, mais on voit là la crise européenne. Nous, socialistes français, nous, gouvernement de gauche, nous aurions dû imposer qu'il n'y ait pas ces mesures d'austérité qu'on veut prolonger ad vitam aeternam et qui ne redressent pas les économies. Et c'est quand même un comble qu'au lieu d'avoir fait nous-mêmes ces rapports de force avec la Commission européenne, avec Angela Merkel et d'autres, pour imposer une autre cape économique, ce soit aujourd'hui des gouvernements pro-fachos pour une part, et en tout cas des gouvernements de droite, qui soient en mesure qui créent ce rapport de force. Et donc, il est urgentissime de faire de la réorientation de l'Union européenne et du retour à une certaine souveraineté populaire l'urgence absolue. En tout cas, ce sera l'enjeu des élections européennes. Il y a déjà eu beaucoup de commentaires sur la perquisition qui a eu lieu chez Jean-Luc Mélenchon et toute la séquence que nous venons de vivre. Moi, je fais d'abord une première constatation. La perquisition chez un leader politique et dans un parti ne peut pas se faire dans le cadre où il est actuellement. Je rappelle que c'est dans le cadre d'une enquête préliminaire, que lorsque nous avions examiné les lois Perben II, toute la gauche, du Parti socialiste au Parti communiste et tout le monde, nous avions contesté l'histoire des enquêtes préliminaires parce qu'elles permettent des perquisitions et des enquêtes policières qui sont faites sous l'autorité du parquet, même s'il y a un juge des libertés qui tamponne pour pouvoir faire la perquisition. La réalité, c'est que ce juge des libertés n'a pas la donnée pour arbitrer, pour savoir s'il est légitime ou pas. Et encore moins pour savoir quel est le champ de la perquisition, parce qu'on prend les agendas, les fichiers, etc. Donc moi, j'ai toujours plaidé sur l'idée que seul un juge du siège, avec les capacités pour la défense d'avoir accès aux informations et de faire prévaloir son point de vue, est indispensable plutôt des informations judiciaires que des enquêtes préliminaires. Donc, en tout cas, s'agissant des leaders politiques et des partis politiques, ils ne sont pas au-dessus des lois. En revanche, on ne peut pas, au motif qu'il y aurait des suspicions de ceci ou de cela, commencer à mettre en cause et avoir un niveau d'information sur lequel tout est pris n'importe comment, avec 100 policiers en tout sur toute la France. Bref, on a un cadre qui est quand même, avec un parquet qui n'est pas indépendant, une menace pour les libertés publiques. Donc, il faut changer cela. En tout cas, pour moi, les choses sont claires. Il faut tout de suite l'information judiciaire, le juge du siège, le contradictoire, les informations partagées. Et ensuite, il revient au juge de savoir s'il faut transférer au tribunal, déférer au tribunal les personnes ou les structures concernées. Voilà. C'est très important qu'on revienne à cette indépendance de la justice parce qu'aujourd'hui, la question du parquet ne peut plus rester telle qu'elle est et en tout cas pour les politiques, c'est clair. Je veux aussi souligner que passer son temps à s'occuper de la forme, même si chacun voit bien que la forme a de l'importance, et s'échapper de la question de fond me paraît être d'un grand danger.
De la même manière, c'est un grand danger quand au sein de la gauche, chacun se croit autorisé d'aller donner des leçons de morale aux voisins ou pas, de faire ses commentaires sur la forme, les discours, etc. Parce que le résultat est toujours le même, c'est l'ensemble des forces de gauche et des leaders de gauche qui sont discrédités et affaiblis. D'ailleurs, les récents sondages le montrent, personne n'a à gagner à cela. On doit s'en tenir au droit, au fond des sujets, à leur respect des règles républicaines et ne pas penser qu'on peut créer de l'adhésion politique dans la manière de nous diviser en permanence sur des choses qui sont plus de forme que de fond. Alors voilà, avec Emmanuel Morel, avec beaucoup d'autres signataires, on est maintenant à milliers, nous avons pris la décision de quitter le Parti socialiste, de faire une scission du Parti socialiste pour créer un nouveau parti et d'inscrire ce parti dans une nouvelle dynamique populaire qu'on appelle le Nouveau Front populaire. Vous savez que la démarche que nous avons entreprise, c'est de redonner du souffle à la gauche républicaine, socialiste et écologiste, et tout dans les études récentes sur, par exemple, ce qu'est devenu le Parti socialiste et ses sympathisants, nous conforte dans ces choix. Et j'entends, ah, il faut être moderne. Le nouveau Front populaire, même s'il y a nouveau, ce serait archaïque, vieillot. D'abord, je dis attention à cette course de la modernité, parce qu'en général, elle est plutôt venue de ce qu'on appelle traditionnellement les ailes droites de la gauche, c'est-à-dire celles et ceux qui veulent faire croire que la gauche est discréditée, que les idées socialistes sont archaïques, etc., et qui au fond veulent s'exempter de l'exigence d'avoir à défendre ces idéaux, celles et ceux qu'on doit représenter, à savoir le peuple de notre pays, les salariés, le monde du travail, les plus démunis, bref, tout ce qui fait le cœur du peuple de gauche. Voilà. Alors vous savez, la modernité, elle sert souvent de prétexte à l'acceptation du cours des choses tel que l'ordre établi les inscrit. Je me rappelle qu'en d'autres temps, on trouvait que Mitterrand était archaïque et que Rocard était moderne. Il se trouve que c'est François Mitterrand qui a été au pouvoir et a permis des avancées sociales et que Michel Rocard ne l'a pas fait et que quand il l'a fait, c'est parce que François Mitterrand l'avait nommé Premier ministre. Deuxièmement, on a eu le discours de Valls, toute cette droite du PS qui nous a expliqué « vous n'êtes pas moderne, la modernité c'est le marché, c'est la mondialisation, il faut être ouvert au monde ». Et quand on disait que la mondialisation, il fallait l'organiser, il fallait la réguler, il fallait ne pas foncer tête baissée dedans et qu'il fallait au contraire résister quand elle broyait nos modèles sociaux et républicains, on nous traitait d'archaïques. Aujourd'hui, preuve est faite que ce modèle-là, premièrement, ne marche pas, deuxièmement, augmente les inégalités et les injustices, troisièmement, n'est pas soutenu par le peuple. Alors la course à la modernité, c'est souvent le conformisme organisé. Alors moi, je pense que derrière l'idée de nouveau Front populaire, évidemment, on ne va pas refaire 36, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand d'abord il y a une menace d'extrême droite, comme jadis, seul le rassemblement de toutes les forces de gauche et populaires peut faire barrage à ce risque fascisant. Deuxièmement, que quand on se rassemble, ce n'est pas simplement de la magouille de parti, c'est qu'on doit porter des nouveaux progrès sociaux, des progrès humains et aujourd'hui des progrès écologiques, parce qu'il y a une menace absolue dans la planète. Donc il faut fédérer les énergies. Et troisièmement, dans le concept de Front populaire, c'est qu'il n'y a pas simplement les partis et la bidouille des appareils politiques ou des formations politiques où chacun dit derrière moi l'union, etc. Non, il faut arriver à associer toute une série de ces citoyens, de ce peuple qui aujourd'hui ne se retrouve pas dans les anciens partis politiques et qui ont besoin de pouvoir être partie prenante, d'engagement, de militantisme, de réflexion sur comment ils peuvent prendre leur part à définir un nouveau progrès, un nouveau projet, un nouveau programme. Voilà. C'est cela que nous voulons faire derrière l'idée de nouveau Front populaire. Et donc, il ne s'agit en rien de refaire totalement ce qui s'est fait dans le passé, mais de garder la flamme, parce que, qu'on le veuille ou non, ce moment-là a été un des moments où, en France, à la différence de l'Allemagne, nous n'avons pas laissé les fascistes arriver au pouvoir, et deuxièmement, parce qu'il y a eu des acquis sociaux et une dynamique sociale qui a été tout à fait utile. Alors, ce que nous faisons aujourd'hui, c'est de participer à cet élan que l'on veut retrouver, en créant nous-mêmes un parti. Parce que dans ce grand élan, il est important qu'il y ait des gens qui portent une histoire, une flamme, une vision qu'on peut dire idéologique, politique, culturelle,
des idées auxquelles ils tiennent, même s'ils ne sont pas forcément les seuls dans le spectre qui doit se rassembler. C'est ce que nous faisons aujourd'hui et nous vous invitons à signer l'appel que nous avons lancé, qui est déjà signé par 1000 personnes. Oui, le temps est venu d'ouvrir le temps d'après. Bon, chers amis, on se retrouve sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Facebook, et puis avec le hashtag MNLFAQ, vous pouvez me poser des questions. À bientôt, à la semaine prochaine.